Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Céline Pajon, qui est chercheuse au Centre Asie de l'IFRI. Au début du mois de juin, elle a participé au principal forum de sécurité dans l'Indo-Pacifique, le Shangri-La Dialogue à Singapour. Elle a également embarqué sur le porte-avions Charles de Gaulle au cours d'un déploiement en mer de Chine méridionale. Céline, bonjour et merci d'avoir accepté de revenir à ce micro. Bonjour Marc, merci pour l'invitation. Vous étiez déjà intervenu dans Le Monde selon l'IFRI il y a un peu plus d'1 an. Vous nous aviez alors expliqué la genèse et l'évolution du concept d'Indo-Pacifique. Nous n'allons pas revenir sur ce point. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le gouvernement a publié il y a quelques jours une version actualisée de la stratégie Indo-Pacifique de la France. Quelles sont les grandes lignes de ce document et quelles sont les principales différences par rapport à l'édition précédente qui datait de 2022 ? Oui Marc, c'est vrai qu'on peut dire que la publication de cette stratégie actualisée clôt une séquence assez dense concernant l'Indo-Pacifique avec la tournée diplomatique du président Macron fin mai au Vietnam, en Indonésie et à Singapour, où il a effectivement délivré un discours assez marquant au Shangri-La, mais on y reviendra dans le cours de la conversation. Et à ce moment-là, il avait justement annoncé la parution imminente de cette nouvelle stratégie. Alors pour reprendre un tout petit peu de contexte, la première stratégie Indo-Pacifique française date de 2019. Elle avait déjà été actualisée en février 2022. En février 2022, cette actualisation, elle prenait en compte 2 éléments. D'abord, l'annulation du contrat de vente des sous-marins français à l'Australie suite à l'accord AUKUS en septembre 2021, ce qui a été eu pour effet de provoquer une crise de confiance et de rétrograder en quelque sorte le partenariat avec l'Australie. Le deuxième élément, lui, était plutôt positif, c'était l'adoption par l'Union européenne, au niveau de Bruxelles, d'une stratégie Indo-Pacifique. Et en 2022, en fait, la France assurait la présidence tournante de l'Union européenne. Donc, elle avait envie de mettre ça en valeur. Et puis, elle organisait le 22 février le premier sommet européen de l'Indo-Pacifique. Et donc, c'était juste 2 jours avant l'invasion russe en Ukraine. Donc, je pense que c'est important de revenir là-dessus parce que, à mon sens, cette nouvelle stratégie Indo-Pacifique qui vient d'être publiée dans la foulée de la revue nationale stratégique est une stratégie de crise, en fait. Elle prend acte de la forte dégradation du contexte international ces dernières années, bien entendu la guerre d'Ukraine, mais aussi les tensions au Moyen-Orient, la rivalité sino-américaine qui n'a fait que se durcir, mais aussi les troubles ces dernières années dans nos territoires d'outre-mer, dans le Pacifique et dans l'océan Indien. Donc pour moi, cette stratégie, elle essaye de répondre à l'équation difficile, c'est-à-dire comment maintenir cet effort français dans l'Indo-Pacifique, démontrer sa légitimité aussi. L'Indo-Pacifique, ça reste une zone essentielle pour la croissance économique et les équilibres stratégiques. Mais toutefois, aujourd'hui, le contexte géopolitique est beaucoup plus contraint. Le contexte économique aussi est plus difficile. Donc, comment résoudre cette équation-là ce que la stratégie propose, on va dire comme premier élément de réponse, c'est un fort recentrage de cette approche sur la protection des intérêts stricto sensu français dans l'Indo-Pacifique. Donc, c'est d'abord les outre-mer, vraiment un recentrage sur les outre-mer, les territoires, la ZEE extrêmement importante qu'on a dans la région. C'est plus de 90% de la ZEE, la zone économique exclusive française. Et cette ZEE, c'est la deuxième plus grande dans le monde. Donc, c'est très fort. Et c'est extrêmement important parce que ces outre-mer fondent d'abord la légitimité de la France comme une nation de l'Indo-Pacifique. Ils hébergent des forces de souveraineté qui jouent un rôle absolument très important dans la coopération de sécurité régionale et qui sont d'ailleurs plutôt bien appréciés et bien reconnus par les acteurs de la région. Et puis, ces outre-mer, c'est des territoires aussi qui sont de plus en plus convoités et menacés. Que ce soit par, bien sûr, les implications du changement climatique avec la montée des eaux, mais aussi des attitudes de prédation sur les territoires ou la biodiversité, la pêche, les ressources halieutiques dans la région.
des problématiques de criminalité organisée et puis de plus en plus d'ingérence et de désinformation. Et ça, on l'a vu très fortement, notamment en Nouvelle-Calédonie, avec les implications de l'Azerbaïdjan. Donc on voit dans cette stratégie une longue partie qui est dédiée à la valorisation de ces outre-mer et qui répond aussi aux critiques selon lesquelles ces territoires n'avaient pas du tout été associés, consultés lors des précédentes stratégies. Il y a donc 4 piliers dans cette stratégie et l'outre-mer, c'est le premier pilier, mais c'est effectivement le pilier le plus important. Oui, tout à fait. Et donc là, on parle vraiment de co-construction de cette approche indo-pacifique, de coordination dans la mise en œuvre et des bénéfices que ces territoires peuvent tirer de cette stratégie en termes de développement durable, d'investissement, d'accompagnement sur les politiques de voisinage, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer que cette stratégie va aussi dans l'avantage, dans le bénéfice de ces territoires. Toutefois, la stratégie n'évoque pas des questions, des dimensions plus sensibles comme la question de la décolonisation. Les accords de Bougival viennent d'être adoptés pour mettre en place un État de Nouvelle-Calédonie, et je pense c'était peut-être un peu trop tôt pour évoquer cela dans la stratégie. Donc là, c'était le premier élément. Le deuxième élément très marquant de cette stratégie, à mon sens, c'est que dans un contexte de ressources contraintes, la stratégie met l'accent sur la coopération avec nos partenaires et sur une approche globale et pas seulement militaire de l'Indo-Pacifique. Donc les partenariats, ça permet d'avoir un effet de levier et de maximiser les efforts pour défendre le droit international, la liberté de circulation et répondre aux grands risques transnationaux. Donc les grands partenaires de la France ne changent pas, ce sont les mêmes. On parle de l'Inde, du Japon, l'Australie qui remonte en puissance aujourd'hui, l'Indonésie, Singapour, Vietnam, Corée du Sud, Émirats arabes unis. C'est les principaux partenaires. Un terme intéressant et mis aussi en avant dans la stratégie, c'est celui de partenariat de souveraineté et qui évoque le fait de renforcer les capacités de nos partenaires locaux, surtout les pays d'Asie du Sud-Est et du Pacifique insulaire, par exemple, afin de permettre de renforcer leur souveraineté et d'accroître leur résilience face aux défis et aux pressions que peuvent exercer la Chine et les États-Unis sur ces États. Par contre, étonnamment, il n'y a pas de mention dans la stratégie de la coopération industrielle de défense, qui est pourtant extrêmement structurante en fait dans l'approche française de la région. On pourra en reparler aussi. On y reviendra effectivement. Ouais. À mon sens, on peut interpréter cela comme une volonté de relativiser la dimension militaire de cette stratégie française qui est il est vrai, la plus visible et la plus connue, mais pour montrer que cette stratégie est vraiment holistique, et notamment il y a une dimension en termes de développement durable, sécurité climatique, qui a des enjeux en termes de connectivité, d'investissement, dans la transition numérique et la transition verte, en fait, dans la région. Ça montre aussi que cette présence française dans l'Indo-Pacifique profite aux intérêts économiques de la France, et c'est une manière pour moi, je pense, de mobiliser les entreprises davantage pour monter en puissance sur cette zone. Est-ce que cette stratégie mentionne également des compétiteurs dans la zone, et en particulier, on pense évidemment à la Chine? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est le troisième élément important, je pense, qu'on peut soulever sur cette stratégie, c'est qu'on voit vraiment un durcissement du ton vis-à-vis de la Chine. Donc on sort de la terminologie de puissance d'équilibre que le président de la République, notamment, a beaucoup utilisé par le passé, et qui pouvait laisser penser à une posture d'équidistance, quelque part, entre la Chine et les États-Unis, et qui pouvait prêter à confusion. Donc, ce qui est intéressant, en fait, là, c'est qu'il y a une évocation très précise de la responsabilité de la Chine dans la montée des tensions régionales, que ce soit dans le détroit de Taïwan. Et là, Taïwan est vraiment mentionné spécifiquement plusieurs fois dans la stratégie, ce qui n'était pas le cas dans la stratégie précédente. Alors, non seulement dans le détroit de Taïwan, mais aussi en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale. Il y a vraiment la prise en considération qu'un conflit de haute intensité aurait des
des effets majeurs, non seulement sur les questions sur l'équilibre économique du monde, mais aussi pour les intérêts français en particulier. La Chine est vraiment identifiée comme un facteur de déstabilisation régionale, mais aussi un facteur de déstabilisation sur le théâtre européen, puisqu'il y a une évocation également de son soutien à l'agression russe en Ukraine. La Chine est qualifiée de facilitateur de l'agression russe en Ukraine depuis 2022. Peut-être un petit point pour nuancer cela, pour dire qu'il y a aussi des inquiétudes fortes qui sont exprimées vis-à-vis des États-Unis, qui ne sont pas un compétiteur, mais on reprend en fait cette terminologie d'alliés, mais non alignés avec les États-Unis. Mais il y a des inquiétudes qui sont formulées sur les effets délétères des orientations de l'administration Trump, notamment l'approche d'endiguement de la Chine, d'une paix par la force, de la fragilisation des alliances, de l'imposition de sanctions, de sanctions économiques, de tarifs économiques qui fragilisent en fait les économies de la région. J'ai dit en introduction que vous avez assisté au dialogue de Shangri-La. Le président Macron était l'invité d'honneur et il a ouvert ce dialogue par un discours inaugural. Est-ce que cela a une signification particulière sur la place de la France dans l'Indo-Pacifique ? Oui, tout à fait. Emmanuel Macron, c'était le premier chef d'État européen et le premier dirigeant issu des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies à être invité à prononcer ce discours inaugural. Donc, à mon sens, ça montre vraiment la reconnaissance du statut particulier de la France comme une puissance nucléaire, membre du P5, avec une responsabilité particulière pour préserver la stabilité internationale. Et ça, c'est d'autant plus important dans le contexte géopolitique actuel qui voit le principal défenseur de l'ordre international post-45 des États-Unis s'en détourner largement. Et puis, c'est une reconnaissance aussi du rôle de la France, en fait, comme une locomotive de la stratégie européenne dans la région, en fait. La France a été le premier pays européen à adopter cette stratégie en 2019. Ensuite, elle a fait vraiment un vrai travail auprès de l'Allemagne et des Pays-Bas pour réussir à définir ses intérêts européens dans cette région stratégique. Et c'était très important à l'époque parce que ce contexte indo-pacifique était largement perçu encore comme américain. Donc le fait que la France, l'Allemagne et les Pays-Bas se positionnent a permis finalement une appropriation européenne et de montrer qu'il pouvait y avoir une autre approche occidentale de l'Indo-Pacifique. Oui, et d'ailleurs, cette ligne européenne reste très présente dans la stratégie 2025 Indo-Pacifique, puisque c'est le dernier pilier, justement. Je ne sais plus quel est le terme exact, mais je crois qu'il est dit que la France vient en appui de la stratégie européenne. Tout à fait, ça montre à la fois qu'il y a une synergie en fait, dans les objectifs poursuivis par la stratégie française et européenne et qu'elles arrivent aussi en complémentarité. En fait, il y a une dimension de sécurité militaire qui est portée par la France, qui n'est pas forcément portée par l'Union européenne. Par contre, l'Union européenne va être en pointe sur tout ce qui est les accords commerciaux de libre-échange et qui sont extrêmement importants justement pour montrer que l'approche française est plus générale. Le discours inaugural du président Macron, c'est aussi une reconnaissance de l'engagement de la France dans l'Indo-Pacifique qui a été symbolisé cette année par un déploiement exceptionnel du groupe aéronaval français jusque dans le Pacifique. Et c'est la première fois que le porte-avions Charles de Gaulle, qui était allé jusqu'alors jusqu'à Singapour seulement, enfin escale à Singapour, a navigué en mer de Chine méridionale, qui est un espace extrêmement contesté aujourd'hui et très sensible. Dans le discours de Shangri-La du président Macron, auquel vous avez donc assisté, il y a une notion qui est revenue en force, qui est la notion d'autonomie stratégique. On l'avait beaucoup entendu pour l'Europe et en fait, le président Macron a cherché à l'appliquer à la zone Indo-Pacifique. De quelle manière ce concept résonne-t-il dans cette région ? Oui, tout à fait. L'autonomie stratégique, c'est un terme qu'il a répété plus de 10 fois lors de son allocution.
Donc c'est un concept qui prête parfois à confusion. Sa définition peut varier. Est-ce que ça veut dire aller seul, aller contre les États-Unis? C'est l'objet de beaucoup de discussions. Donc il y a une conception très française, effectivement, de ce que recouvre l'autonomie stratégique, qui est tirée de l'héritage gaulliste et qui découle du fait d'être doté de l'arme nucléaire, ce qui permet d'avoir une certaine indépendance d'action et d'esprit, notamment vis-à-vis des États-Unis. Et le président Macron a fait référence à cette conception d'autonomie stratégique au Shangri-La quand il a évoqué le discours prononcé par le général de Gaulle à Phnom Penh, au Cambodge, en 1966. À ce moment-là, le général avait rejeté largement la logique de l'affrontement des grands blocs. Et là, c'était en pleine guerre froide, donc ça montrait un positionnement spécifique de la France. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est que le président s'est attaché à ancrer son appel à l'autonomie stratégique dans la culture stratégique asiatique en mentionnant la conférence de Bandung en Indonésie qui s'est déroulée en 1955. Donc c'était l'anniversaire de cette conférence cette année. C'est passé un peu inaperçu. Mais en fait, c'était assez important parce que cet événement avait réuni plus de 29 pays d'Asie et d'Afrique nouvellement indépendants. Et c'était en fait le berceau du mouvement des non-alignés qui prenaient une position indépendante vis-à-vis justement des États-Unis et de l'URSS à ce moment-là. Et aujourd'hui, ça fait écho dans une certaine mesure à l'émergence de ce qu'on appelle le Sud global ces dernières années. Donc, c'est un groupe très hétérogène de pays qui cherchent à avoir une voix au chapitre et ne pas s'aligner sur les États-Unis ou la Chine. Donc, en fait, ce concept d'autonomie stratégique a plutôt bien résonné dans l'audience asiatique, puisque ça va largement dans le sens du positionnement des pays, notamment d'Asie du Sud-Est et des pays du Pacifique insulaire qui refusent vraiment de choisir entre les deux grands camps. Donc, il y a eu un écho plutôt très favorable. Après, ce qui était frappant, c'est que lors du Shangri-La, aucun autre orateur européen, il y avait des ministres de la Défense de plusieurs pays européens qui sont intervenus, mais aucun n'a repris ce terme d'autonomie stratégique, ce qui peut faire penser qu'en fait, il est davantage consensuel en Asie qu'en Europe. Mais peut-être qu'il faut débastionner le débat en Europe sur cette thématique. Alors, ce concept d'autonomie stratégique, il peut aussi servir d'appui conceptuel aux ventes d'armes de la France dans l'Indo-Pacifique. Vous avez mentionné brièvement AUKUS, qui a été un vrai traumatisme en France, qui avait abouti donc à l'annulation de la vente de sous-marins français à l'Australie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Il y a des ventes de Rafale qui ont été, par exemple, annoncées à l'Inde et à l'Indonésie. Oui, tout à fait. Donc, les ventes d'armes françaises dans l'Indo-Pacifique, c'est clairement un succès, un enjeu majeur pour la France dans la région. Si on met à part, effectivement, le revers de AUKUS, on voit que les grands partenariats stratégiques de la France s'adossent vraiment à des contrats d'armement extrêmement structurants. Donc, aujourd'hui, c'est la coopération avec l'Inde qui reste la plus étoffée. Le contrat le plus emblématique est celui signé en 2016 avec la commande de 36 Rafales pour plus de 8 milliards d'euros. Cette commande a été complétée par une nouvelle commande en avril dernier de 26 Rafales marines destinées à embarquer sur des porte-avions indiens. Et en plus des Rafales, il y a une coopération qui porte aussi sur la modernisation de la flotte de sous-marins indiens, avec la vente de 6 sous-marins Scorpène signés en 2005 et une nouvelle commande de 3 sous-marins qui devraient être confirmés prochainement. Alors, après AUKUS et en plus de l'Inde, la France a réinvesti beaucoup l'Asie du Sud-Est, qui est en train de monter en puissance en fait sur le plan de ses budgets de défense et de ses capacités. Donc, c'est vraiment devenu une région stratégique. Par exemple, effectivement, l'Indonésie, en 2022, elle a acheté 42 Rafales et 2 sous-marins de classe Scorpène. Donc ça, c'était une annonce particulièrement importante. Ça illustre, à mon sens, l'attractivité des équipements français
dans la région, mais qui s'accompagne aussi de transferts de technologies. Et ce point est particulièrement recherché et apprécié par les pays de la région. Alors, je mettrai un petit bémol, c'est dire que la France reste un acteur qui a encore des possibilités de s'étendre, mais les États-Unis restent quand même très dominants dans la région et l'administration Trump notamment continue à mettre une pression extrêmement importante sur ses alliés et partenaires pour qu'ils maintiennent leur achat américain. Donc la France, c'est une alternative qui est bienvenue, mais c'est difficile quand même de prendre des parts de marché trop importantes aux Américains. Si on revient maintenant au discours de Shangri-La, quels autres points du discours du président Macron avez-vous retenus? Oui, il y a eu plusieurs autres points saillants qu'on peut retrouver d'ailleurs, qui sont reflétés dans la stratégie Indo-Pacifique. D'abord, l'interdépendance des théâtres transatlantiques et Indo-Pacifiques symbolisés par la guerre d'Ukraine, le soutien de la Chine à la Russie et surtout l'implication des troupes nord-coréennes, au moins 18 000, peut-être jusqu'à 30 000 soldats nord-coréens qui pourraient venir combattre sur le sol européen. Oui, et le président Macron a d'ailleurs dit qu'il avait été sceptique quant à l'implication de l'OTAN en Asie du Sud-Est pendant des années et que cet événement-là l'avait fait évoluer. Et il a prononcé une phrase à l'égard de la Chine en disant « Si vous souhaitez que l'OTAN reste à distance de l'Asie, à ce moment-là, il faut que vous fassiez pression pour que la Corée du Nord se retire du théâtre européen. » Tout à fait. Donc ça c'est vrai qu'il a appelé la responsabilité en fait de la Chine et ça a été repris aussi dans cette stratégie Indo-Pacifique. C'est vrai que le positionnement français vis-à-vis de l'implication de l'OTAN dans l'Indo-Pacifique était plutôt très ferme en disant voilà, c'est une alliance qui doit rester sur le théâtre transatlantique. Et là, quelque part, on met la pression effectivement sur la Chine pour dire si vous ne prenez pas vos responsabilités, eh bien, nous allons être obligés de faire des concessions sur ce point. Un autre point important du discours, c'était la proposition du président de créer une coalition des indépendants, en fait, avec les pays de la région, contre ce qu'il a qualifié de sphère de coercition, on peut penser mise en place par la Chine, la Russie, mais aussi les États-Unis. Alors c'est un projet qui reste encore nébuleux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris la mesure des critiques adressées aux Européens dans la région, en proposant quelque part une troisième voie. Et une des critiques adressées aux Européens, c'est notamment d'appliquer un double standard dans le traitement des conflits, c'est-à-dire de demander un soutien des pays asiatiques et l'application des normes internationales pour l'Ukraine, en fait, dans le conflit avec la Russie, mais d'être plus fluctuant sur Gaza. C'est quelque chose qui a été reproché beaucoup aux Européens, aux Occidentaux de manière générale. Oui, d'ailleurs, là, dans ce passage sur les doubles standards, Emmanuel Macron a prononcé une phrase qui a beaucoup hérité Pékin parce qu'il a comparé la situation en Ukraine à la situation à Taïwan. Ce qui, évidemment, à Pékin est considéré comme une situation non comparable puisque Taïwan est considéré comme faisant partie intégrante de la Chine. Oui, tout à fait. Ça a permis, à nouveau, ça va dans le sens du durcissement en fait, du ton vis-à-vis de la Chine. Alors, ça n'a pas plu à toutes les oreilles asiatiques, puisque certains pays asiatiques considèrent que c'est rajouter un petit peu d'huile sur le feu et que cette comparaison est un peu hâtive, hein, mais toutefois, voilà, ça permet à nouveau d'appeler à la responsabilité de la Chine. Oui, et aussi un des éléments notables de ce dialogue de Shangri-La, c'est que la représentation chinoise sur place était beaucoup moins élevée que les années précédentes, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Le ministre de la Défense, Dong Jun, n'était pas présent au Shangri-La, donc ça a été particulièrement remarqué et commenté. Donc on pense que la Chine est de moins en moins à l'aise en fait dans ce type de dialogue qui relaie énormément de critiques en fait vis-à-vis de l'assertivité en fait chinoise dans la région.
J'ai récemment eu l'occasion d'échanger avec des homologues du Japon, un pays que vous connaissez très bien. Ces derniers étaient relativement dubitatifs sur les capacités de l'Europe à peser dans l'Indo-Pacifique, en particulier du point de vue militaire. Cette circonspection est-elle répandue dans la région et vous paraît-elle justifiée ? Oui, alors c'est vrai que ces doutes existent dans la région et ils sont compréhensibles. Je dirais, il y a beaucoup d'acteurs indo-pacifiques qui restent réservés quant à la capacité des Européens à peser réellement dans la région et surtout sur le plan militaire. Évidemment, ça tient à plusieurs facteurs, l'éloignement géographique, des budgets de défense qui sont contraints, des capacités de projection qui restent limitées. Il y a très peu de pays européens qui peuvent vraiment projeter des capacités sur zone. Et puis des priorités stratégiques qui restent centrées sur le voisinage immédiat ou sur le théâtre transatlantique. Et ça, c'est quelque chose, c'est un facteur qui va se poursuivre puisque l'effort va être aujourd'hui mis sur la construction d'une défense européenne et la mise en place d'une BITD, une base industrielle de défense européenne. Donc dans ce contexte-là, comment réussir à peser en Asie, c'est une question qui se pose réellement. Cela dit, je dirais que la présence européenne dans l'Indo-Pacifique est plutôt appréciée. Ça permet en fait d'envoyer un signal stratégique important aux pays de la région, notamment la Chine, qui a tendance à s'étendre et à remettre en question et mettre en péril le droit international dans la zone, notamment le droit de la mer. Et donc, le fait que les Européens se déploient dans la région, pas pour faire un contrepoids à la Chine, mais pour montrer qu'ils défendent de manière très concrète les principes de droit internationaux, la préservation de la liberté de circulation, de navigation dans la région. Ça permet d'aller dans le sens aussi des pays riverains de la zone qui doivent faire face à ce défi chinois. Et puis, cette présence européenne dans l'Indo-Pacifique, ce n'est pas seulement une présence militaire, comme j'ai évoqué, c'est aussi des investissements, de l'aide au développement, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai mené récemment une petite enquête sur les perceptions locales de la France et de l'Europe dans l'Indo-Pacifique, qui montre justement qu'il y a plutôt des attentes assez fortes quant à un engagement français et européen dans la zone qui pourrait être même monté en puissance et qui pourrait venir compenser quelque part le retrait des Américains sur des dimensions comme la coopération multilatérale, la problématique du changement climatique, l'aide au développement, l'éducation, etc. Là, on voit un vrai retrait américain sur toutes ces questions-là. Et il y a des vrais besoins en fait dans la zone. Donc il y a une demande en fait de plus de France et d'Europe. Donc on peut penser qu'il y a une vraie carte à jouer en fait pour nous dans la région. Cette zone est extrêmement vaste. Est-ce qu'il y a des endroits, des pays où il y a une plus forte attente de France et d'Europe qu'ailleurs ? Oui, cette attente est exprimée d'une part par les partenaires traditionnels, on va dire, de la France et de l'Europe, les grands partenaires, donc le Japon, l'Inde, l'Australie. Mais en termes d'appui, c'est effectivement les pays d'Asie du Sud-Est qui semblent particulièrement intéressés pour voir davantage d'engagement français et européen dans la région. Céline Pajon, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouverons à la rentrée pour un prochain épisode.